Bonjour, je m'appelle Vincent Goulineau, je suis ophtalmologiste spécialisé dans les maladies de la rétine. Je travaille à Montauban, à la clinique Honoré Cave, et je suis aussi praticien attaché à l'hôpital de Toulouse, dans le service d'ophtalmologie, et à Lariboisière à Paris. Existe-t-il une ou plusieurs formes de DMLA? Alors, quand on parle de DMLA, il est important de voir plusieurs notions afin d'essayer d'avoir les idées claires. Tout d'abord, la macula. Qu'est-ce que la macula? Ce n'est pas une maladie, la macula, c'est une zone anatomique de l'œil. Concrètement, quand on prend un œil en coupe, la macula est à l'arrière de l'œil, au niveau de la rétine, et c'est le centre de la rétine. Donc la macula n'est pas une maladie, c'est un petit peu comme si on disait le genou. Et au genou, vous pouvez avoir une entorse du genou, une fracture du genou, de l'arthrose au niveau du genou. Et bien, au niveau de la macula, vous pouvez avoir une dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une maladie, mais vous pouvez aussi avoir un trou maculaire, une membrane épimaculaire. Donc on comprend bien, la macula, c'est une zone anatomique. Et donc la DMLA, c'est une maladie qui atteint cette zone. Et cette zone est importante parce qu'elle est responsable de la vision fine. Maintenant, une fois qu'on parle de DMLA, il y en a plusieurs et souvent on parle de deux formes de DMLA. Une DMLA sèche, on l'appelle aussi DMLA atrophique, et une DMLA humide, on l'appelle aussi DMLA exsudative. Ces deux formes ne sont pas séparées, c'est un continuum. On a principalement une atrophie qui s'installe, donc une DMLA qui est plutôt sèche, et il peut arriver un accident, un vaisseau anormal va apparaître sous la rétine, on appelle ça un néovaisseau, et ce vaisseau, il n'est pas étanche, sa paroi n'est pas mature, il va fuir, il va exsuder, et en faisant de l'exsudation, il va vous faire baisser la vision et il va détruire la rétine. Donc on a ces deux DMLA qui sont souvent les unes avec l'autre et qui évoluent à un rythme différent. Vous allez avoir des patients qui vont avoir une DMLA sèche toute leur vie et ne jamais faire de néovaisseau, et d'autres patients qui vont rentrer dans la maladie avec une DMLA humide, mais en plus de cette DMLA humide, l'atrophie avance aussi petit à petit. Donc il y a toujours ces deux composantes. Pourquoi l'exsudation détruit-elle la rétine? Alors, on va essayer de répondre de façon simple, mais la rétine est une zone qui est déshydratée. La rétine doit être sèche, il ne doit pas y avoir de l'eau à l'intérieur de la rétine, ou le moins possible. Et lorsque vous avez des vaisseaux anormaux qui fuient, il y a ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire qui est derrière la rétine et débordé, et vous allez avoir de l'eau, de l'œdème, qui va rentrer dans cette rétine et qui va abîmer, entre autres avec d'autres mécanismes, la rétine. Et c'est pour ça que votre ophtalmologiste fait ce qu'on appelle un OCT, un scanner de la rétine, pour voir s'il y a des signes exsudatifs à l'intérieur de votre rétine qui signent la présence de néovaisseaux. Et c'est cet œdème à l'intérieur de la rétine, ces signes exsudatifs, il peut aussi y avoir du sang qui va abîmer les photorécepteurs et abîmer votre rétine et vous faire baisser la vision. La photothérapie dynamique, c'est quoi au juste? Alors la PDT, ou photothérapie dynamique, c'est injecter par voie veineuse un produit qui est photosensible et éclairer la rétine avec un laser, une longueur d'onde bien particulière, pour aller activer ce produit. Et le but était de détruire les vaisseaux anormaux, les néovaisseaux, qui étaient responsables des signes exsudatifs. Ce n'est plus du tout maintenant le traitement de première intention dans la DMLA, puisqu'on fait des injections intraoculaires. Parfois, dans de rares cas, on combine ce traitement, on l'utilise encore dans certains types bien précis de DMLA, qu'on appelle souvent des vasculopathies polypoïdales. Mais pour rester simple, c'est un traitement qu'on utilise de moins en moins dans la DMLA. C'est surtout les injections à l'intérieur de l'œil qui représentent le traitement de la DMLA exsudative. Comment l'arrivée des traitements anti-VEGF ont-ils changé la donne pour la DMLA humide? Jusqu'à l'arrivée de ces injections, on était un peu spectateur de la pathologie. On voyait nos patients qui avaient la vision qui baissait et ils finissaient avec une cicatrice centrale et malheureusement on ne pouvait pas faire grand chose.
Les anti-VEGF ont vraiment été une révolution dans ce domaine, puisqu'ils ont permis de stabiliser autant que possible la maladie, voire d'améliorer la vision. Et donc ça a été pour nous une grande avancée dans le traitement de la DMLA exsudative, car on arrivait pour la première fois à améliorer la vision et à essayer de la préserver le plus longtemps possible à travers les années. Comment expliquer une vue qui baisse malgré les injections? Alors c'est quelque chose qui est très frustrant pour les patients, parce que c'est des patients qui viennent régulièrement, qui ont des injections régulièrement, et malgré cela, la vision a tendance au fil et à mesure des années à baisser. Principalement parce qu'en plus de ces vaisseaux anormaux, l'atrophie avance et petit à petit, la vision baisse. Mais si on n'avait pas fait ces injections, la vision aurait baissé bien plus rapidement. Donc, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce que la vision a tendance, avec les années, à diminuer qu'il faut arrêter ces injections en disant « Non, mais moi, de toute façon, j'y vois de moins en moins bien. Je ne vois pas pourquoi je dois faire des injections. » Des études partout dans le monde ont montré qu'il n'y a vraiment pas photo. Il faut faire ces injections. Ça ralentit fortement l'aggravation. Quelles sont maintenant les nouveautés pour les patients? Alors les nouveautés, il y en a beaucoup, donc on ne peut pas toutes les aborder, mais on va regarder les principales. Déjà, on a de la chance parce que l'ophtalmologie est une spécialité où il y a beaucoup de recherches en cours, beaucoup d'études thérapeutiques, et ça c'est quand même bien pour les patients et bien pour la spécialité. La première nouveauté, ce sont les nouveaux anti-VEGF qui vont arriver, dont le but est d'agir un peu plus longtemps, c'est-à-dire d'arriver à faire moins d'injections pour les patients. Donc, quand vous avez des injections très régulières, probablement qu'on arrivera à faire un peu moins d'injections. Si vous avez des injections toutes les 4, 6, 8 semaines, gagnez 2 à 4 à 6 semaines. Et ça, c'est très appréciable. Ça vous permettra d'avoir moins de contraintes par rapport à ces injections. Autre nouveauté, c'est d'aller injecter à l'intérieur de l'œil un petit réservoir qui va délivrer le médicament petit à petit. Alors, ça nécessite une petite intervention chirurgicale. Il y a des études en phase 3 pour ce dispositif qui ont été suspendues parce qu'il y avait des problèmes de tolérance du dispositif, notamment d'hémorragie ou d'infection, qu'on rechargeait, mais les résultats étaient très bons. Donc pour le moment, ce n'est pas en vue d'être commercialisé, mais c'est une recherche qui est relativement avancée et qui permettrait donc d'avoir beaucoup moins d'injections intravitréennes. Il y a une autre étude qui sont en cours, qui sont très prometteurs, qui est une thérapie génique qui permet, un peu comme le vaccin du Covid, d'aller injecter un code génétique qui permet à l'œil de fabriquer lui-même son médicament. Donc on ferait une thérapie génique et cela permettrait de diminuer fortement les injections intravitréennes puisque son œil permettrait lui-même, fabriquerait lui-même l'anti-VEGF. Donc on le voit, il y a excessivement de nouveautés, ce sont juste les principales, il y en a bien d'autres, et ça c'est très encourageant, il faut toujours garder espoir. Pourquoi l'option de piqûre, certes indolore, au lieu de gouttes dans l'œil? Pourquoi faire des piqûres dans l'œil? C'est une question qui revient souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil est un organe fermé, difficile d'accès pour les médicaments. Et quand vous mettez une goutte sur la cornée, il y a très peu, voire pas, de médicaments qui pénètrent profondément dans l'œil. Or, on a vu que la DMLA est une atteinte de l'arrière de l'œil, au niveau de la rétine, loin de la cornée et loin de l'avant de l'œil. Et donc, pour être efficace, il faut apporter le médicament au plus près de la rétine et donc faire une injection intravitréenne dans l'œil. On ne peut pas avoir la même efficacité ni avec des gouttes, ni avec des comprimés. Comment percevez-vous l'arrivée imminente de la thérapie génique à visée oculaire? Alors ça, c'est vraiment une révolution au niveau médical et on attend beaucoup de ça. D'abord, ça peut apporter des avancées, des ruptures, ce qu'on appelle thérapeutiques, qui vont peut-être permettre d'avoir vraiment des gains visuels ou des gains dans des maladies importantes. C'est important aussi d'être au courant via les associations, notamment Retina France, qui pour plusieurs raisons, d'abord vont vous informer, vont savoir où en sont les différents protocoles de recherche, peuvent vous orienter vers un centre qui a des protocoles de recherche en fonction de votre maladie, et va avoir aussi une base de patients qui va permettre, en fonction de votre maladie, de
peut-être vous orienter vers le centre qui va développer telle thérapie génique ou proposer tel protocole. Et c'est là où le rôle des associations est pivot pour ça, parce que souvent, il y a une telle somme d'informations que c'est difficile par vous-même d'aller trouver la bonne information sur Internet. Bien sûr, il faut aller sur Internet, mais l'association, notamment Retina France, est parfaitement informée pour bien vous orienter au mieux. Avez-vous un conseil pour les familles, les aidants et les patients touchés par une DMLA? Alors c'est une question qui est difficile, hein. Je vais essayer de vous donner ce que je pense qui peut aider. Tout d'abord, il n'y a pas une façon d'aborder la maladie, il y a votre façon d'aborder la maladie. Ce que vous allez vivre, votre vécu, votre entourage est personnel et il faut essayer d'adapter votre prise en charge à vous. Il faut essayer d'avoir une prise en charge personnalisée. Donc ça c'est la première chose, il ne faut pas toujours regarder ce que fait le voisin, etc. Vos angoisses sont propres à vous, il faut absolument essayer de bien comprendre ça. Plusieurs choses peuvent vous aider. Il faut s'appuyer sur votre entourage autant que possible et les remercier. Les aidants, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et c'est important. Moi, personnellement, j'essaye aussi à la consultation de remercier les aidants, ceux qui vous accompagnent tout le temps parce que c'est une charge aussi mentale pour eux. Donc, c'est important de vous appuyer sur eux. Les associations sont cruciales. Elles connaissent tous les intervenants. Elles savent parfaitement vous orienter et souvent, les patients, la première chose qu'ils nous disent, c'est dire « Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Donc, orientez-vous vers les associations, elles seront toujours un bon conseil. Retina France, il y en a d'autres peut-être autour de chez vous, mais elles seront toujours de précieux conseils. Après, il y a tout ce qui est les aides. Il ne faut pas les négliger. Les transports, les frais sont très importants. Il n'y a pas de question taboue. Il faut que vous abordiez ça avec votre ophtalmologiste, avec votre médecin généraliste. C'est très important. Les aides optiques, les loupes, votre opticien, comment vous allez pouvoir aménager votre intérieur. C'est souvent vous êtes ébloui quand il y a trop de lumière et quand il n'y en a pas assez, vous n'avez pas suffisamment de lumière et il faut avoir des dispositifs qui vous aident au quotidien. Donc tout ce qui est extra-médical, il ne faut pas le négliger. C'est essentiel d'aller le travailler et c'est pour ça que ça se construit petit à petit. Les aidants, les professionnels de santé, les associations, ce qu'il y a autour de vous et bien sûr, il ne faut pas hésiter à en parler, à ne pas se replier sur soi-même parce que ça c'est là où c'est facile à dire, hein, mais c'est important de vraiment s'aider avec toutes les aides et pas que le pur médical à 100%. Voilà un petit peu le conseil que j'essaye de mettre en pratique et que je pourrais vous donner. Par ailleurs, ce qui est excessivement important d'avoir en tête, c'est que la recherche médicale, notamment en ophtalmologie, fait des progrès phénoménaux. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 1 an, 5 ans, 10 ans, et on l'a vu, l'arrivée des anti-VEGF n'était absolument pas prévue et a révolutionné la prise en charge de la DMLA. La vaccination pour le Covid, tout aussi décriée qu'elle a permis d'avancer de façon considérable dans la thérapie génique. Et donc, de temps en temps, il y a des ruptures qui se font et on ne peut pas les prédire quand elles vont arriver. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça avance énormément et qu'il faut garder espoir, ça c'est essentiel. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.